En 5e primaire, au cours de géographie, on nous posait une question. Quel est le pays africain où l'on ne pouvait pas mourir de faim? La réponse était les Congo belges. Deuxième question, pourquoi? Eh bien, parce qu'au Congo belge, quand il pleut au sud et qu'on y sème, c'est la saison sèche au nord et on récolte. Et quand on sème au nord, on récolte au sud. Et en plus de cela, il y a une bande centrale où l'on peut récolter toute l'année. Le résultat, c'est que c'est un pays, un paradis, où on ne peut pas mourir de faim. Mais la réalité actuelle, c'est un peu différent. L'évolution des Zaïre peut être décrite comme se déroulant sur 4 périodes. Et chacune des périodes est représentée par un personnage. La première période, c'est l'homme qui parle de liberté, de démocratie, de bonheur. Et elle a débouché sur l'indépendance avec Lumumba. L'indépendance ayant mal tourné, c'est le désordre partout. Puis le lion est venu s'imposer, c'est Tshombe, et il n'a parlé que d'ordre, remise de l'ordre. Après cette période, cette deuxième période, nous avons la troisième avec le léopard, qui parle comme l'homme, mais qui est un félin, donc qui impose une discipline de fer. Et cela va lui permettre de durer des années et des années. Et le léopard, c'est Mobutu. La quatrième période, c'est celle que nous vivons maintenant. Mobutu est arrivé et le léopard est arrivé à la fin de son cycle. Commence le cycle du serpent. Le serpent, c'est les services de sécurité et tous les gens qui ont collaboré avec lui pour imposer la dictature et maintenir la dictature. Et le serpent n'a pas beaucoup de finesse. Il va essayer de serrer et de serrer et de serrer jusqu'à ce que l'homme se révolte et commence à reparler encore de démocratie, de liberté. Et c'est ça que nous sommes en train de faire actuellement au Zaïre. Le mouvement kimbanguiste peut se définir d'un côté comme un mouvement purement de lutte contre le colonialisme. C'est comme ça qu'on l'a perçu bien avant l'indépendance. C'était de la résistance contre la colonisation. Et il y a eu d'ailleurs beaucoup de démêlés avec l'Église catholique à ces propos-là. Puis, ce mouvement a eu le tort de s'enfermer chez les Bakongo. Tant et si bien que pendant très longtemps, être kibanguiste et être Mukongo, c'était pratiquement la même chose. Les Diangenda, les grands chefs, a voulu sortir de cette image-là, étendre le mouvement partout pour qu'il devienne un mouvement, une église universelle, si vous voulez. Et pour cela, il a eu besoin de Mobutu et de son argent. Et Mobutu avait besoin de Diangenda et de sa population et de ses fidèles pour pouvoir maintenir les Bas-Congo, les Bas-Zaïre entre ses mains. Sur le plan économique, nous pouvons dire que nous sommes en présence de 2 civilisations. Il y a d'un côté la civilisation des cueilleurs, ramasseurs, et de l'autre côté la civilisation des agriculteurs et des pasteurs. Quand on pose la question, d'où vient la richesse? Le cueilleur-ramasseur vous dit de la chance. Je sors de chez moi avec mon fusil, je tombe sur un troupeau, j'abats et je deviens l'homme le plus riche. J'ai un peu de chance, je jette mon filet, beaucoup de poissons, je suis l'homme le plus riche. Je n'ai pas de chance, je peux circuler, parcourir toute la forêt, je n'ai rien. L'agriculteur vous répond, pas de la chance, du travail. 1 mètre carré vous produit autant de maïs. 100 mètres carrés vous produit 100 fois plus. Et si vous faites des kilomètres carrés, eh bien vous aurez encore beaucoup plus. Donc, c'est du travail.
Parce que plus vous étendez votre champ, plus il faudra travailler. Et plus vous aurez travaillé, plus vous aurez de l'argent. Deuxième question, face à l'argent, à la richesse, quelle attitude avoir? Le cueilleur ramasseur vous répond, tu vois, tu prends. Si tu ne prends pas, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre. Tu as vu les animaux, tu les abats. Si tu ne les abats pas, les animaux vont partir ailleurs. En d'autres termes, tu es dans une société, à la caisse, tu vois venir de l'argent, tu prends. Si tu ne le prends pas, c'est le PDG ou un autre qui va le prendre. Tu n'as pas à te préoccuper de savoir si l'argent qui va rester suffira pour la société ou... Non, ça, ce ne sont pas tes problèmes. L'agriculteur pasteur vous répond, moi j'ai travaillé pendant des mois et des mois pour cultiver. Toi, tu vois ma récolte et tu la prends. Non, pas question. Toute chose appartient à quelqu'un. Avant de les prendre, il faut lui demander l'autorisation. L'argent qui est dans la caisse, ça appartient à quelqu'un. Tu ne peux pas le prendre de toi-même. Il faut demander à quelqu'un. Et on peut continuer de la même façon. Le rapport avec la situation. Alors, nous arrivons à la situation, c'est qu'actuellement, eh bien, ce sont les cueilleurs ramasseurs qui dirigent. Mobutu n'est pas un homme seul. En 26 ans de règne, il a pu pousser des racines dans la population. Ces racines sont de deux sortes. Il y a, sur le plan populaire, il y a tous les gens qui ont été pris sentimentalement devant la grandeur de cet homme qui était le grand président, craint de tout le monde, redouté, qu'on ne pouvait pas, qui punissait immédiatement tout manquement contre lui. C'est là on l'a trouvé dans la population. Puis il y a, à un niveau supérieur, il y a un encadrement. Cela a commencé vers les années 70 avec la terreur. Les gens ont commencé à faire de l'autocensure jusqu'à s'interdire d'avoir certaines pensées. Et alors sur un tel terrain, il a été possible pour Mobutu de choisir des affidés qu'il a mis, qu'il a placés dans l'armée, qu'il a placés à des postes économiques, qu'il a placés au gouvernement et un peu partout. Tant et si bien que partout, au niveau des dirigeants, des cadres, il y avait des gens qui se disent « Moi, je suis rien, je dois tout à Mobutu. Tout ce que j'ai, je le dois à lui. » Il y a certains qui sont nés au Zaïre, qui ont vécu leur jeunesse au Zaïre et qui se sont identifiés, c'est leur pays, il faut les reconnaître. Et alors, ils ont essayé d'aller reprendre la vie en Europe, ils ont trouvé que ça n'allait pas. Alors, pour eux, il n'y avait qu'une solution, revenir au Zaïre. Il y en a d'autres parce que au Zaïre, on dirait, ils sont les borgnes parmi des aveugles. Avec un peu d'écran, etc., ils parviennent à se créer des sociétés, de l'entreprise, aller de l'avant, chose qu'ils ne pourraient pas réaliser en Europe. Alors vous comprenez quelqu'un qui a vécu cela, ces sentiments de toute puissance, de capacité de tout réaliser, et qui revient en Europe, où il va se retrouver un numéro parmi d'autres qui sont encore pas un numéro au sommet, mais assez bas. Et vous comprenez que cette personne se sentira étouffée en Europe et voudra rentrer chez nous. Il y a aussi un autre fait, c'est comme ici en Europe, ce n'est pas apparent, on n'en parle pas. À diplôme, l'homme et la femme ne gagnent pas la même chose. Chez nous, c'est encore beaucoup plus fort. À diplôme égal, les blancs et les noirs. Vous pensez qu'il y a chez certains Zaïrois un sentiment de nostalgie de l'époque coloniale? Vous savez, hein, on aimerait bien quand même avoir des écoles qui fonctionnent, hein, des hôpitaux qui fonctionnent. On aimerait avoir du travail. Et cela existait du temps colonial. Hein.
Et maintenant, qu'est-ce que les gens ont vu? Nous sommes passés en 65 des 21 repas par semaine. C'est 3 par jour multiplié par 7 jours. Ça fait 21. Et maintenant, nous sommes à combien? Dans beaucoup de familles, c'est 3-4 repas par semaine. Et qu'est-ce que ça signifie? La maladie. Hein? Les gens ne sont pas nourris. La maladie est présente dans la famille. Et les hôpitaux, il faut avoir des milliards pour pouvoir se faire soigner. Donc on est confronté à la mort, on sait que non. Chez beaucoup, surtout des personnes âgées, il y a toujours cette comparaison. Du temps de la colonisation, il y avait ceci qui existait, qui marchait. Il y avait cela qui marchait, etc. Bon. Tandis que maintenant, ça ne marche pas. Il y a ces comparaisons qui se font à ce niveau-là. Par contre, le noir a trouvé une dignité, peut-être. Ah oui, l'indépendance a apporté beaucoup de choses. Hein. L'indépendance a apporté énormément de choses. Oui, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que parfois, dans certaines sphères, l'idée de recolonisation fait son chemin? Oui, je sais qu'il y a des gens qui ont cette illusion-là, qui se croient qu'ils peuvent recoloniser. Mais je crois que ce serait la plus grossière bêtise qui puisse se faire. Vous savez, c'est comme avec une jeune fille. Hein. Il y a 2 périodes, avant et après qu'il a connu l'homme. Après qu'il a connu l'homme, il ne peut plus redevenir ce qu'elle était avant. Eh bien, c'est la même chose. Il y a la période avant l'indépendance. Nous acceptions, beaucoup de choses étaient acceptées. Et puis après, nous avons connu l'indépendance. La possibilité d'aller dans des hôtels, d'entrer dans de voyager en avion, et de vivre dans les lieux qui me plaisent, et de travailler suivant mes capacités, etc. Eh bien, ayant connu ça, parler de recolonisation, c'est revenir aux ennuis que nous avions connus avant l'indépendance. Où on ne pouvait pas devenir plus qu'un des chefs de bureau, on devait rester plus bas. Où on avait des lieux réservés et tout un tas de choses. Ça, immédiatement, tout le monde partirait dans les maquis pour faire la guerre. Nous, avec la colonisation, nous avons été mis en contact avec l'Europe. Nous avons commencé à participer à ça. Mais ce que nous avons obtenu jusqu'à présent, c'est combien? 1/10, 1/100, 1/1000000, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est très peu. Les contacts doivent se poursuivre pour permettre ce transfert de la civilisation, des connaissances scientifiques, des modes de pensée, des modes de vie autres qui ne sont pas les nôtres. Mais ça ne signifie pas que nous allons les appliquer tels quels. Nous allons les digérer comme l'Europe a digéré l'héritage du Moyen-Âge, et des Grecs, de l'Antiquité grecque. L'héritage des Arabes. Comme les Grecs avaient digéré la science égyptienne, nous allons les digérer pour l'adapter à notre façon de vivre. On voyait très bien que ça venait de l'armée. Que l'armée, c'était une action pas spontanée, ce n'est pas un coup de tête suite à une mutinerie de l'armée, non, non. C'était quelque chose de planifié. Les premiers pillages en tout cas, et les deuxièmes encore plus, à Kinshasa. C'était quelque chose de planifié par l'armée, qui voulait obtenir certains buts, on ne sait pas lesquels. Et les gens se sont aperçus que, à cause de cela, les Blancs, aussi bien que les Noirs, étaient frappés. Les sociétés des Blancs ont été cassées, et les ouvriers noirs se sont retrouvés au chômage. Et tout le monde se disait, voilà, nous sommes tous victimes. On dit, bon, les Européens, ce sont les oiseaux. Si ça va mal, eh bien, ils partiront. Au besoin, leur armée viendra les chercher, ils partiront. Mais ceux qui devront affronter la situation, eh bien, c'est nous autres. Et c'est accepté. La résignation? Ben, on ne peut pas faire autrement. On ne pourrait pas les retenir. Et on ne pourrait pas partir en même temps qu'eux.
Qu'est-ce que c'est la démocratie? Je ne sais pas. Je suis mathématicien, je ne suis pas politologue. Je ne connais pas la définition du mot démocratie. Mais ce que je sais, c'est que nous ne voulons pas avoir des autorités qui n'émanent pas de nous. Et que quand une autorité n'est pas bonne, nous ne voulons pas qu'on nous l'impose et qu'elle reste. Nous voulons qu'elle parte et qu'on mette une autre autorité. Nous ne pouvons pas accepter que les chefs deviennent de plus en plus riches au point de dépasser la reine d'Angleterre et que nous descendions de 21 repas par semaine jusqu'à 4 et 3 et ça ne va plus. On aime en changer. Les chefs, traditionnellement, il est le père, le protecteur, il doit veiller au bien-être de chacun. Mais quand vous vous retrouvez avec le père qui tue, qui emprisonne, parce que les gens osent penser autrement que lui, à partir de ce moment-là, on dit non, ça ne va pas, le système ne va pas. Alors, on appelle ça démocratie, oui, d'accord. On pourrait inventer un autre mot pour l'appeler. Mais il y a ce souci du respect des droits de l'homme qui existe, oui. Les léopards n'attaquent pas des faces en général. Ce n'est pas par sa force physique. Très souvent, des gens se promènent et le léopard est dans l'arbre. Et de là, il saute sur vous. Il y a toujours un caractère traître. Il sait manipuler les sentiments humains comme l'homme. Il parle comme un homme, mais c'est un fauve, un félin. Et cela va lui permettre de jouer et de rester au pouvoir pendant très longtemps. À partir de ce moment-là, toutes les forces qui avaient tendance à s'agiter ou à essayer de réclamer contre le pouvoir étaient matées. C'était le triomphe. En 1970, c'était le grand triomphe de Mobutu. Il était le maître après Dieu, l'unique propriétaire du pays, l'unique propriétaire des richesses du pays, l'unique propriétaire des vies de tous les gens qui étaient dans le pays. C'était la dictature à l'état pur. Chaque fois que son armée subissait des défaites, des reculades, lui, il augmentait en grade. Chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprenait pas. Il parvenait à transformer ses défaites en victoires. Tout le monde croyait que penser du mal de Mobutu, dire les moindres mots qui ne soient pas à la gloire de Mobutu, eh bien, ça devait entraîner la mort immédiate. Et ça avait été comme ça pendant les années 70. Mais Tshisekedi le faisant en public devant 100 000 témoins et tout le monde ayant applaudi, on a attendu, mais il n'était pas mort. C'était une preuve. Et tout le monde s'est dit, oh, le lion n'a plus de dents. Il ne peut plus mordre. Il n'a plus de griffes. Et tout le monde dans la rue a commencé à injurier Mobutu de tous côtés. Et il était démystifié. Au début, Mobutu faisait beaucoup de massacres. Il tuait. Et les gens disaient que c'était en réalité des sacrifices qu'il faisait, des sacrifices humains. Et qu'à partir d'un certain moment, il ne pouvait plus les faire autant qu'il les faisait avant. Et alors, on vous demande 2 ou 3 personnes, vous ne savez pas les donner. Et à ce moment-là, les esprits se servent. Ils prennent votre enfant, puis ils prennent votre femme, puis ils prennent votre ami le plus cher, puis ils prennent, etc. Ils se servent. C'était devenu pire qu'une poutre rongée par des termites. Si les termites sont dedans, au bout d'un certain temps, la poutre s'écroule d'elle-même. Il suffit d'un peu de vent, qu'une mouche vienne se poser dessus, et puis ça suffit, et ça tombe. Et c'est ce qui est arrivé.